Christophe, messieurs. Premier commentaire. Enfin, d'ailleurs, la question, elle est assez simple. Est-ce qu'on est juste sur une logique de prise de profit des marchés qui ont beaucoup monté, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, un sentiment nouveau qui est en train de se développer, un sentiment d'aversion au risque? Parce que on est en train peut-être de se rendre compte qu'on a vu les choses un peu trop roses ici et là, en Europe, aux États-Unis, et de manière assez globale aujourd'hui. Eric, il y a plein de réponses à cette question. Il y a plein de questions. Alors d'abord, je pense que c'est le dernier refuge. C'était le dernier refuge en fait, parce que qu'est-ce qui était le dernier refuge? Les techs. Les techs américaines. Ah oui, la tech en général. La tech en général, parce que vous aviez, et encore plus l'américaine, vous aviez à un moment donné les matières premières, le premier trieste. Après, vous avez eu le pétrole, où on voyait le preuve. Et à chaque fois, sur ces deux marchés, vous avez eu des flash cracks. En fait, c'est d'un seul coup des baisses où on vous dit simplement, peut-être les positions étaient un peu longues et que ça avait bien monté. Sauf que personne pouvait vous dire qu'on allait baisser. Et je pense que ça va se calmer lorsque il y aura plus d'opinion fondamentale sur la tech. Donc je pense que c'est juste une petite baisse forte. Qui montre... C'est pas le début d'un mouvement plus profond sur les techs américaines qui seraient mises de côté du marché pour... Simplement que c'était le dernier pôle où on pouvait être sûr de gagner de l'argent. C'est terminé, maintenant on sera plus sûr, puisque quand même vous avez deux séances à -4. Ça remet pas en cause la tendance, mais par contre ça montre que l'environnement financier mondial est moins sûr que... Voilà, donc quelque part vous avez raison. Est moins sûr qu'il y a 15 jours, un mois peut-être. Oui, je pense. Pourquoi? A posteriori, c'est toujours plus facile, même si c'est pas forcément évident d'expliquer le changement de psychologie d'un marché, le changement d'humeur comme ça des opérateurs. Ça n'a rien à voir avec les techs pour moi. C'est simplement parce que... C'est pas un problème lié à la tech en tant que telle. C'est simplement parce que c'était le dernier marché qui avait beaucoup monté et qui avait beaucoup de profit à prendre. D'accord. Moi je pense. Parce que d'où vient le changement dire que c'est la valorisation, peu importe, sauf que pendant longtemps, la valorisation, c'est pas ça. Simplement parce que l'environnement financier, pour moi, s'est dégradé. C'est-à-dire que, à part, hormis l'Europe qui poursuit sur sa lancée dynamique positive, les États-Unis, ça se dégrade un peu parce que on ne sait pas très bien où on va en politique économique. La croissance tient, mais le gros problème, c'est que l'inflation, on ne sait pas très bien comment se sortir avec... Il n'y a pas vraiment d'inflation. La Banque centrale américaine va intervenir, mais je ne vois pas très bien ce qu'elle peut dire. Elle va être un peu coincée, parce que continuer de remonter ses taux, mais quand vous avez des taux longs à 2,20, vous allez avoir un risque brutal d'aplatissement de la courbe, ainsi de suite. Donc on sent qu'on est un petit peu coincé là. Et puis quand vous prenez Trump, la dernière fois qu'il a agi, c'était avec l'Arabie Saoudite. Certes, il a eu ses contrats, mais on a eu un changement d'alliance dans le monde entre l'Arabie et l'Iran. Vous voyez où on en est maintenant sur l'Iran. On verra avec le pétrole bientôt. Je pense qu'il y a une dégradation de la sécurité financière. Et en face de ça, on a peut-être aussi moins de surprises positives sur le front de l'économie. On arrive à ce moment-là, effectivement, les doutes remontent et les surprises positives sont en train de s'effacer un petit peu. Oui, parce que maintenant, les surprises, on les a eues en Europe. Donc c'est plus finalement un driver, c'est juste maintenant à l'inverse. Si le gouvernement arrive à passer ses premières réformes structurelles, c'est tout bon pour septembre, mais bon, il va falloir pendant 2-3 mois délivrer. Donc on est dans un seuil maintenant de temporel où ça se dégrade légèrement. Voilà, si on rajoute qu'on est fin mi-juin, voilà. Donc c'est normal. Et on préfère loquer un peu ses profits, comme disait tout à l'heure Michael Jacobi, c'est-à-dire sécuriser des profits là où on a fait le plus de plus-value, par exemple. C'est un peu normal, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous apercevez que c'est un peu normal. La semaine dernière, il y a quelques jours, quand on posait la question, personne disait que c'était le moment d'aller prendre ses profits. Non, c'est-à-dire que quand ça n'a jamais été le discours des dernières semaines. Non, mais lorsque ça se dégrade, vous prenez le marché qui était le plus élevé, en fait. Voilà. Je suis pas sûr que ça dure très longtemps, mais oui, je pense que c'est ça. Donc plutôt acheteur quand même, voir jusqu'où ça baisse, ces techs américaines notamment, mais plutôt acheteur de ces mouvements-là. Des techs à -10, ça commence à être intéressant, je pense. Bien sûr, pour ceux qui, comme moi, n'étaient pas forcément dedans, ça peut être des points d'entrée intéressants. Bon, on suit en temps réel, évidemment, Apple qui recule encore 3,5% aujourd'hui après avoir perdu près de 4% vendredi. Facebook, Amazon, Alphabet, Google ou encore Microsoft, les techs les plus importantes, et puis surtout ces 5-6 valeurs qui ont le plus contribué à la performance de Wall Street
Street depuis le début de l'année, qui recule entre 2 et 3,5% cet après-midi. Vos commentaires, votre analyse de la situation, Marc, et puis un mot quand même sur ce secteur tech. Est-ce qu'on était en bulle sur la tech américaine? Est-ce qu'il y a un risque systémique, encore une fois, parce que la hausse, elle se concentre sur quelques valeurs très importantes, détenues par tous les gérants américains et mondiaux? Est-ce que ça fait peser un risque systémique sur ces marchés aujourd'hui? Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Eric sur la partie... De toute façon, quand on a un secteur comme ça, globalement, qui de toutes parts est en train de subir des prix de bénéfices, on se doute bien que c'est pas toutes les valeurs du secteur d'un seul coup qui annoncent de mauvaises nouvelles, etc. Donc c'est qu'il y a un phénomène de masse. Les phénomènes de masse en matière boursière ont tendance à s'auto-réguler par la suite, c'est-à-dire qu'il y a un système boule de neige. Donc on commence, et c'est assez intéressant parce que vendredi, il y a deux choses qui m'ont moi un petit peu intéressé. D'abord, effectivement, ça a été très ciblé sur le domaine des techs parce que autant le Nasdaq, que ce soit le Nasdaq 100 ou Composite, ont fini à entre -2 et -3%, autant le S&P a fini flat, donc qui est quand même un des indicateurs. Grâce aux financières et à l'énergie, par exemple. Et très intéressant de voir les secteurs qui ont compensé la baisse des techs. Justement, et le Dow Jones lui a fini même dans le vert. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une espèce de sell-off général comme on peut les avoir parfois dans des inversements de marché. Malgré tout, il faut quand même rester un petit peu prudent. Il y a des volumes qui ont suivi aussi, mais je pense qu'il y a des prises de bénéfices assez fortes qui ont entraîné un phénomène d'avalanche derrière, en sachant que ça fonctionne très souvent comme ça, du trading à court terme. On se dit, ah tiens, attention, peut-être que les gens sont pas sûrs de ce qui va se passer. Les valeurs que vous avez citées ont énormément monté premier trimestre. STM, par exemple, parlait d'STM. ST Micro. ST Micro était en hausse, en flèche depuis pratiquement un an. Bon, aujourd'hui, forcément, c'est l'un des fournisseurs principal d'une valeur comme Apple, etc. Donc, il subit les dégâts collatéraux. Mais est-ce que pour autant on va craindre un retournement de marché général? Non, techniquement, je le crois pas encore. Et donc pour l'instant, c'est circonscrit au secteur technologique, et de ce qu'on sait aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça se transforme en sell-off global et en crack boursier estival, pour durcir un peu le trait. Mais maintenant, le propre de tous les cracks qu'on a vécu, c'est qu'on les anticipe jamais, sinon c'est facile. Donc on peut pas savoir aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une semaine, personne n'aurait dit que. Oui, parce qu'on savait qu'à un moment, il y avait quelque chose qui allait se passer. Maintenant, il faut être très très affûté pour savoir le moment où ça va arriver. Ce qu'il faut, c'est savoir très vite remettre ses curseurs en place et agir en fonction au moment où les choses se passent. Donc comme l'a dit Eric, par exemple, si on n'est pas positionné, peut-être profiter pour un moment de la fin de ce mouvement de consolidation pour se repositionner. Et inversement, si on était positionné, essayer évidemment de prendre quelques bénéfices, ce que tout le monde a fait entre le vendredi et finalement qui se confirme aujourd'hui avec l'ouverture des marchés américains là, il y a quelques minutes, où on voit que le Nasdaq perd encore plus d'1%. Oui, effectivement, mais jusqu'où ça peut aller? Parce qu'effectivement, si on remet ça dans le contexte, et là, alors je parle même pas du rallye américain qui dure depuis 2009, mais là aussi, on a de beaux mois et de beaux trimestres. Ça fait un an que les marchés européens sont quand même particulièrement bien orientés. Si on est juste dans une logique de prise de profit, jusqu'où ça peut aller en termes d'indices, en termes de niveau par exemple, sans remettre en cause ce que vous disiez, la tendance de fond, les fondamentaux et la configuration technique positive des marchés, Marc? Oui, alors là, on rentre dans une question d'horizon de temps en fait qui est quand même assez délicate, dans le sens où plus on a monté, plus proportionnellement, graphiquement, on a un potentiel ce qu'on appelle de retracement important. Logique. Donc si on a monté comme on a monté sur les techs, on peut perdre facilement 30% sans pour autant remettre en cause totalement la configuration graphique haussière. Donc en théorie, c'est un mouvement qui peut se prolonger encore. Oui, mais alors maintenant, il faut faire attention aussi. Alors, il y a aussi un autre avantage qu'on a souvent dans les marchés comme ça, qui sont dans des hausses plus ou moins poussives, c'est que la baisse est beaucoup plus violente et beaucoup plus rapide que la hausse. Donc on peut perdre rapidement ce qu'on avait gagné sur une durée beaucoup plus longue, et là assez rapidement avoir des points d'entrée intéressants. Maintenant, si on voit à aucun moment on va le voir, de toute façon, on va pas reprendre 20% d'un coup. Donc quand on va commencer à voir que le marché commence à
que la correction commence à s'essouffler et que peut-être les prises de position haussière reviennent, là, ce sera peut-être les premiers signaux intéressants. Eric, comment est-ce que le marché peut évoluer? Et je parle juste de la période estivale. Est-ce qu'on va rester dans cette logique de prise de profit, donc des marchés qui vont plutôt vendre les rebonds ou prendre des profits là où il y a des profits à prendre? Ça veut dire aujourd'hui sur les techs, mais demain peut-être sur d'autres secteurs. Ou est-ce que tout de suite on a des relais qui vont se mettre en place? Quelles sont les thématiques là qui peuvent venir un peu secourir le marché entre guillemets? Il y a effectivement deux choses. Soit c'est un peu plus systémique, c'est-à-dire que quand même les techs, si pendant 4 jours on fait moins 4, moins 5, je pense pas qu'on ira à moins 30, mais ça aura des impacts sur d'autres marchés. Ça aura des impacts parce que ça assombrit encore un peu plus ce que je disais, cette insécurité financière. Par contre, si on est dans cette position où c'est juste une rotation, et c'est marrant parce qu'on se faisait cette réflexion en réunion de gestion la semaine dernière, mes équipes, que le secteur qui est le plus surperformé par rapport aux indices, c'est la techno, et celui qui a le sous-performé, c'est l'automobile. Je regardais tout à l'heure, finalement, Renault, Peugeot, Volkswagen, ils tiennent très bien aujourd'hui. Tiennent très bien. Donc finalement, alors c'est peut-être pas une seule explication, mais vous avez, et depuis 2 mois, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez une rotation sectorielle. On dit que les indices ne font rien, mais vous arrivez à jouer avec 5-6% à différents secteurs, parce que finalement, certes, l'indice ne fait rien, mais derrière, vous avez des secteurs qui sont à un moment donné mis en avant. Je pense que c'est un problème d'ETF, moi, plus simplement, parce que parce que les trackers, les fonds indiciels, alors qu'ils viennent quoi ou faire du bruit, qui viennent amplifier un peu les mouvements. Oui, je pense, parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'automobile fasse. On trouve toujours des raisons. Il y a un conseil positif de City, sur Renault. Bon, ça fait il n'y a pas de Renault. Oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas de Renault, je suis d'accord. Non, mais alors justement, c'est ça. Alors, est-ce qu'on repart avec les techs? Oui. Ou la réponse c'est plutôt. On repart avec les techs. Si vous dites qu'il n'y a pas vraiment risque systémique, eh bien, faut prendre, se dire, je mets un peu de tech parce que demain ils en voudront. En plus, surtout la tech, c'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien que le marché, on ne pouvait pas être positif si vous vendez la tech. C'est évident, c'est le secteur le plus fort. Je sais pas, le marché a monté post-Trump, on montait avec les financières, avec l'énergie, les matières premières. Les techs à cette époque-là étaient mises un peu de côté pendant. Ça a duré quelques mois. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, elles ont monté pas parce que derrière il y a un changement fondamental. Aujourd'hui, Amazon fait 80% de la conso aux États-Unis. Il y a des questions de valorisation à un moment. Quand bien même on est sur une révolution et des années de révolution d'Internet et de digitalisation, il y a un moment, la question du prix, elle se pose aussi. À quel prix est-ce qu'on paye cette transformation? Personne n'a la réponse. Personne ne le sait, en fait. Évidemment. Il n'y a pas de prix. Je sais pas. Mais c'est peut-être ça qui pose problème d'ailleurs, fondamentalement. J'en sais rien. Les droits dans les yeux. Au-delà de temps, ça faut sortir. Donc le problème, c'est donc si jamais on n'a plus confiance, bien sûr. Ou vous restez dans le marché. Donc vous restez quand même plutôt positif sur les techs. À ce stade, en tout cas, c'est pas une remise en cause du scénario autour des valeurs techno, et c'est plutôt un secteur qui peut repartir, en tout cas qui doit repartir si on veut que le marché reparte. Oui. C'est d'accord avec ça, Marc? Après, il faut regarder, j'imagine, valeur par valeur, mais où est-ce que d'autres secteurs peuvent venir prendre le relais et compenser la baisse des valeurs techno? Alors, je suis tout à fait d'accord, parce que, comme l'a dit Eric, quand on n'a pas de risque global systémique, ce que font souvent les intervenants, moi le premier, c'est qu'on va regarder les secteurs qui ont été les plus touchés en se disant c'est peut-être les secteurs qu'il faut racheter. Et même, justement, quand vous parliez du cas par cas, ce qui m'arrive moi de faire, c'est lorsque j'ai un secteur qui me semble intéressant, je vais aller regarder à l'intérieur même de ce secteur les valeurs qui ont peut-être souffert le plus ou qui ont le plus de retard, qui sont celles sur lesquelles peut-être il est plus intéressant de revenir, parce que les gens vont avoir le même réflexe, parce qu'elles sont peut-être moins chères, elles ont peut-être consolidé davantage, etc. Donc oui, je pense que ça peut être... vous parliez tout à l'heure de rotation sectorielle. L'année dernière, la valeur du CAC qui a le plus monté, c'était ArcelorMittal. Si on regarde là en 2017, c'est l'une des valeurs qui est aujourd'hui la plus massacrée, avec ses confrères comme Eramet, Aperam, etc. Et alors ces secteurs de matières premières, là, ils peuvent repartir aujourd'hui, alors qu'on met les techs visiblement un peu de côté. On verra combien de temps ça dure, mais est-ce que... on n'est pas à nouveau sur une nouvelle rotation qui mettrait à nouveau en avant ces secteurs-là Je serais plus circonspect. Là, sur les matières premières et les valeurs liées directement aux métaux, la consolidation est beaucoup plus importante, et il n'y a pas vraiment de raison pour l'instant
de voir un renouveau arriver. Moi, je toucherai pas pour l'instant ce secteur-là. Parce qu'il y a une hypothèse qui peut être de dire, tiens, c'est le retour des Trump trades, c'est le retour de la reflation, c'est le retour des secteurs qui ont été dopés notamment par l'élection de Donald Trump. Alors, les matières premières, le pétrole, ça avait commencé avant Trump, d'accord, mais les financières aussi qui ont pris un gros coup de boost avec l'arrivée de Donald Trump. Et puis pendant ce temps-là, on mettait justement les valeurs technologiques de côté. Est-ce qu'on n'est pas en train de rejouer cette séquence-là aujourd'hui, Eric? Oui, à 2/3, c'est-à-dire que c'est possible si il y a une raison économique derrière. Moi, ce qui me gêne dans les matières premières aujourd'hui, c'est que je vois pas, d'un point de vue économique, une forte poussée dans les matières premières. C'est-à-dire que la Chine, a fait toujours sa politique du stop and go, donc la dynamique va pas être là. Le pétrole, oui. Ça peut être effectivement un secteur qui redevient à la mode, parce que d'abord ça a tellement été massacré, quand on voit comment ça va à volo tout le temps, parce que derrière il y a ce problème de géopolitique qu'on viendra peut-être. Là, pour moi, il faut un déclencheur économique. Ça sort pas d'un chapeau. Et donc je ne vois pas le déclencheur de la reflation par les matières premières, puisque la relance Trump... On a effacé cette idée de reflation dans les marchés, et pour vous, c'est justifié. Il n'y a pas de raison que cet espoir et que cette idée de reflation... ça ne reviendra pas avant un certain temps. D'accord, à mon avis, point de vue économique. C'était la question. D'accord. Par contre, l'idée, effectivement, de revenir sur des secteurs, il faut, comme je dis, un support économique derrière, et je serais plutôt acheteur de pétrole maintenant, dans le cas de cette rotation sectorielle. Pétrole à privilégier là, selon vous. Bon, le pétrole, les cours du pétrole qui ont plutôt tendance à rebondir aujourd'hui. On revient à $49 pour le baril de Brent, et les valeurs du secteur qui se comportent plutôt bien. On voit Technip FMC notamment qui gagne près de 2%, avec le secteur automobile bien orienté aujourd'hui, et puis Total qui offre un petit soutien au marché, mais les marchés qui sont focalisés sur autre chose. Donc on parle beaucoup des valeurs technologiques. Un mot du week-end politique en Europe, parce que quand on prend les premiers tours des élections législatives en France, c'est très positif, en tout cas pour les partis favorables à l'Europe et à la poursuite de la construction européenne, raz-de-marée de la République en marche. Quand on regarde en Italie, c'est à l'inverse l'échec du mouvement 5 étoiles, donc plutôt le parti anti-système, anti-euro, en tout cas en défiance par rapport à l'Union européenne, qui échoue dans les principales villes italiennes où se jouaient des élections municipales. Mais on le voit, aujourd'hui, le marché est passé à autre chose. C'est presque plus le sujet en Europe, désormais, Eric. Si, toujours. Les fondamentaux s'améliorent, mais vous savez, ça fait 3 fois qu'on se pose la question. Mais alors, puisque vous êtes si optimiste sur l'Europe, puisque je suis toujours optimiste sur l'Europe, mais pourquoi ça bouge pas sur le marché? Parce que ça bouge sur les taux quand même, hein. Ça baisse beaucoup sur les taux. Ça bouge sur les taux. Sur le marché action, il y a plein d'autres facteurs qui font que... Mais ça s'améliore, donc c'est bien. C'est la dynamique positive. Enfin, quand vous voyez... Le seul bémol, c'était l'Italie. Et même les Italiens deviennent, entre guillemets, pro-européens. Donc on voit bien que la dynamique est forte en Europe. Donc si ça ne se traduit pas aujourd'hui, ça se traduira demain. Donc si vous achetez aujourd'hui un peu trop tôt, tant pis. Derrière, vous achetez une dynamique positive qui est importante, contrairement au Brexit, où là on s'enfonce dans un no man's land un peu particulier. Mais sur la zone euro, on pourra dire un mot de Brexit si vous voulez, mais sur la zone euro, oui, la dynamique, elle reste en place, et ça veut dire que le marché repartira quoi qu'il arrive si les fondamentaux restent tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors, on est toujours sur le couple Macron-Merkel, moteur d'une accélération européenne. Hein. Si jamais on avait un accident pendant l'été sur les réformes structurelles, ce que je ne crois pas, mais la donne change. Mais pour l'instant, la dynamique est toujours positive. Très bon. Sur les marchés européens, alors je ne sais pas si on peut prendre l'indice de référence, enfin le CAC 40 comme indice de référence, Marc, mais on revient sur les niveaux qu'on connaissait au lendemain du 24 avril, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle française. Alors sans rentrer trop dans les détails techniques, on sait qu'on a eu un gap très important de 200 points par exemple sur le CAC 40. On a ouvert le lundi matin 200 points au-dessus de la clôture de vendredi. C'est des phénomènes de marché qui sont évidemment très surveillés. Bon, quel peut être le scénario de court terme, un peu là où les scénarios de court terme qu'on peut avoir en tête là pour nos indices actions en Europe? Là, vous en avez parlé, c'est typiquement ce que vont regarder la plupart des chartistes sur le CAC, ça va être ce fameux gap
qui était aujourd'hui... Qui va nous attirer encore un peu plus vers le bas alors les gaps, ça fonctionne de la façon suivante. Le gap a été ouvert, comme vous dites, à 200 points, mais finalement, en clôture, son amplitude était d'une centaine de points, entre 5130 et 5220 à peu près. Aujourd'hui, on revient sur le haut du gap, c'est-à-dire les 5220. Et là, comme vous me dites, est-ce qu'on va avoir davantage de corrections à venir? On peut faire ce qu'on appelle un comblement de gap, ce qui veut dire qu'on perdra encore 100 points sur le CAC. Et on peut également, si on est dans une dynamique haussière plus poussée, on peut juste tester le haut du gap qui est autour des 5200, 5220 et repartir à la hausse par derrière. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est où est-ce que les investisseurs vont aller chercher leurs nouvelles informations pour leur prise de décision, en fait. Il y a votre sentiment par rapport à ça, Alors, il y a la Fed, mais la Fed, c'est déjà pratiquement acté. Donc je ne pense pas que ça va faire bouger énormément le marché avec ce qui va se passer mercredi. Je crois que je ne vois pas aujourd'hui de gros signes noirs à l'horizon. Évidemment, je vous l'avais dit la dernière fois qu'on était là, les signes noirs, on ne peut pas les prévoir. Donc par définition, on peut essayer d'anticiper, on peut essayer de regarder un peu les fondamentaux globalement, on peut essayer de voir s'il n'y a pas des cadavres dans certains placards. Là aujourd'hui, je pense encore à moyen terme qu'on a plutôt tendance à jouer la hausse et à profiter des mouvements de correction pour se repositionner à la hausse. Plutôt acheter les creux de marché, toujours cette logique-là selon vous. Pour l'instant, oui. Le marché a quand même traversé des événements qui sont beaucoup plus douloureux que ce qu'on a aujourd'hui à craindre et il s'en est toujours bien sorti pour l'instant. Vous dites pour l'instant on est encore dans cette logique, ça veut dire qu'à un moment ce sera plus le cas. Marc, je sais pas, je sens quand même un peu de prudence toujours, bien sûr, mais vous dites pour l'instant c'est encore cette situation-là. Empiriquement, l'économie c'est cyclique, ça monte pas en flèche indéfiniment. Il y a bien des moments où on va effectivement, mais c'est ce que d'ailleurs tous les investisseurs craignent sans arrêt. Sinon c'est facile, on achète, on vend et tout va bien. Donc il y a ce risque latent qui est toujours présent. Et puis comme l'a dit Eric, il y a aussi des données géopolitiques en ce moment qui peuvent être aussi totalement imprévisibles et qui peuvent venir influencer un marché. On entre dans une phase de doute plus marquée, selon vous, Eric, là en conclusion, ou est-ce que ce sont des doutes qui sont gérables à nouveau par les investisseurs? Marc l'a rappelé, on ne va pas refaire la liste de tous les événements qu'on a traversés et qui ont que le marché a laissé derrière comme ça, en passant parfois un peu vite d'ailleurs. Non, c'est plus un sentiment où on est moins sûr. Voilà, on est moins sûr de ce qu'on fait. Donc si je vous dis j'achète un peu de STM, c'est par réflexe, pas parce que ça a bien marché jusqu'à maintenant, mais est-ce que pas une conviction forte, je n'aurais pas forcément ma vie là-dessus. Labellisé. Donc tout devient un peu plus compliqué et c'est pour ça que ça peut amener à quelques excès, d'autant plus qu'on sait bien qu'en été il y a toujours quelques excès parce qu'il y a moins d'opérateurs. Mais 2-3 mois. Globalement positif, avec un petit message de prudence. C'est la géopolitique. C'est la géopolitique qui m'embête. J'aime pas ça. Vous n'avez pas aimé ce qui s'est passé entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. La rupture des relations diplomatiques, pour vous, c'est un point à surveiller, un point majeur à surveiller. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Marc Daguerre, PDG de DT Expert, qui était à nos côtés cet après-midi. Et Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance. On va se reconnecter au marché Wall Street à la peine. Le Nasdaq à la peine, particulièrement avec ses valeurs technologiques qui sont encore malmenées aujourd'hui. Prenez l'exemple d'Apple qui recule de plus de 3%, Facebook moins 1,7%, Amazon recule de 2%, Alphabet, Google recule d'1,5%. Les valeurs techno en Europe qui sont emportées également par ce mouvement aujourd'hui. Atos, Nokia, Capgemini signent les plus fortes baisses du CAC, des baisses de 2 à 4%. Et puis parmi les signaux un peu plus positifs, on notera le pétrole qui se ressaisit assez nettement aujourd'hui, en tout cas qui reprend 1,5%. Et on voit le baril de Brent qui renoue avec les $49. Et puis l'euro qui est en train de passer sous 1,12. Depuis la réunion de la BCE la semaine dernière, on a plutôt eu un mouvement de détente de l'euro face au dollar par exemple. On attend la réunion de la Fed cette semaine. L'euro-dollar donc sous 1,12 cet après-midi, 1,1197 pour 1 euro. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.